Mon mari a ricané. Achète ta propre nourriture, arrête de vivre à mes crochets. Je n'ai rien dit. Des semaines plus tard, le jour de son anniversaire, 20 proches se sont précipités dans la cuisine, puis sont restés silencieux. Il a blêmi. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai souri. Exactement ce que tu m'as dit de faire. L'humiliation dans sa propre cuisine a ceci de particulier que le son ne s'estompe pas. Il ricoche sur le carrelage. Il s'infiltre dans les joints. Il reste dans la pièce bien après que la personne qui a prononcé les mots s'en est allée, s'est versé un verre d'eau et est retourné regarder le foot comme si de rien n'était. Comme s'il ne venait pas de mettre à nu chaque chose discrète et invisible que vous aviez faite pour lui, pour ensuite les jeter par terre devant un témoin. Je me tenais au comptoir un mardi soir d'octobre, en train de déballer des courses que j'avais payées moi-même, avec ma carte de débit, mon argent. Une note de $47 et quelques au supermarché Kruger sur Millhaven Road, parce que je m'étais arrêtée au magasin en rentrant du travail, et que j'avais pris les choses dont je savais que nous manquions. Des hauts de cuisse de poulet, un sac de riz, des pâtes, une conserve de tomates concassées, de l'huile d'olive, 2 poivrons, et une tablette du chocolat noir que Ryan prétendait ne pas manger, mais qu'il finissait toujours avant que je puisse y toucher. Derek était à la table de la cuisine. Le cousin de Ryan, 26 ans, qui logeait temporairement dans notre chambre d'amis depuis août. Il mangeait des restes de pâtes, la tête baissée, de cette manière si particulière qu'ont les gens lorsqu'ils se préparent à quelque chose qu'ils sentent venir. Ryan était adossé à l'encadrement de la porte entre la cuisine et le couloir, les bras croisés. Cette expression sur son visage, celle que je voyais de plus en plus ces derniers mois. Ce cocktail si particulier de mépris et d'ennui qu'arborent les hommes quand ils ont décidé que vous n'êtes même plus digne qu'on s'adresse directement à vous. À la place, ils parlent de vous, sans vous regarder. Ils mettent en scène leurs griefs pour un public. Il a regardé Derek et a dit, assez fort pour remplir la pièce. Désormais, elle peut acheter sa propre nourriture. J'en ai marre. Ça fait assez longtemps qu'elle vit à mes crochets. J'ai posé l'huile d'olive. Mes mains étaient stables. Je me souviens de l'avoir remarqué. À quel point mes mains étaient stables. Alors même que quelque chose derrière mon sternum devenait très, très silencieux. De la même manière qu'une pièce devient silencieuse juste avant qu'une tempête ne frappe. Derek n'a pas levé les yeux. Ryan a décroisé les bras et a attendu. Je crois qu'il voulait des larmes. Je crois qu'il voulait que je me dispute, que je me défende, que j'énumère tous les dîners que j'avais préparés, toutes les courses que j'avais faites, et tout le travail invisible que j'avais accompli pendant 3 ans dans cette maison. Je crois qu'il voulait une réaction sur laquelle il aurait pu surenchérir. Quelque chose qu'il pourrait utiliser. Une raison d'élever la voix et de me rabaisser. Je l'ai regardé un long moment. Puis, j'ai hoché la tête une fois. D'accord. Il a cligné des yeux. D'accord, oui, ai-je dit. Ta règle. Je la suivrai. Il a ri. Un son bref, incrédule. Il pensait que je faisais la tête. Il pensait que le silence était mon arme, et que je la dégainais maladroitement. Il n'avait aucune idée. Il n'avait absolument aucune idée que la chose la plus dangereuse qu'une personne contrôlée puisse faire est d'arrêter d'essayer de contrôler la situation et de commencer à la laisser respirer. Parce que ce qui vit dans un souffle d'air, c'est la vérité sur qui, en réalité, tenait le tout à bout de bras. Ryan est retourné dans le couloir. Derek a enfin levé les yeux de ses pattes, a croisé mon regard brièvement, et a de nouveau baissé les yeux. J'ai plié les sacs de courses, je les ai mis sous l'évier où je les gardais toujours, et je suis montée à l'étage pour commencer à faire une liste. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut que je vous parle de Ryan Callaway avant de vous raconter ce que j'ai fait, sinon ça n'a pas de sens. Pas dans toute sa profondeur, pas pourquoi ça devait se passer exactement comme ça. J'ai rencontré Ryan quand j'avais 28 ans. Il en avait 31. Il était charmant de cette manière spécifique que les hommes ont de l'être quand ils veulent obtenir quelque chose de vous. Pas malhonnête, à proprement parler, mais sélectif. Il vous montrait la version de lui-même qui était drôle, compétente et intéressée par vos opinions. Et il faisait attention au début à garder l'autre version hors de vue. Nous nous sommes mariés au bout de 2 ans. J'avais 30 ans. J'étais coordinatrice de projet dans un cabinet d'architectes depuis mes 24 ans, gravissant les échelons jusqu'à devenir coordinatrice senior, gérant les plannings et les contrats avec les fournisseurs et empêchant des projets à 6 chiffres de s'effondrer. J'étais organisée, j'étais compétente, j'étais selon tous les critères extérieurs, quelqu'un qui maîtrisait sa vie. Ryan travaillait dans la vente, des logiciels B2B, un bon salaire, des revenus variables. Il gagnait plus que moi pendant ses bons mois et moins que moi pendant les mauvais. Et pendant la première année de notre mariage, les finances semblaient vraiment partagées. Nous avions un compte joint, nous y contribuions tous les deux. Nous parlions de nos achats. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.